Et si chaque instant de ta vie existait déjà quelque part, figé dans l'éternité, attendant simplement que ta conscience le traverse comme une lumière glissant à travers un film déjà tourné? Et si le passé, le présent et le futur coexistaient tous en ce moment précis, empilés les uns sur les autres dans une structure silencieuse que nous appelons l'univers? Et si le temps, cette chose que nous ressentons si profondément, cette force qui semble gouverner chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque décision que nous prenons, n'était en réalité qu'une illusion monumentale créée par notre cerveau pour donner un sens à une réalité bien plus étrange? On nous a toujours enseigné que le temps s'écoule, qu'il avance inexorablement du passé vers le futur, comme une rivière qui ne peut jamais remonter vers sa source. Mais une série de découvertes troublantes en physique quantique, en neurosciences et en cosmologie suggèrent quelque chose d'absolument impossible selon notre expérience quotidienne. Ces découvertes nous murmurent que peut-être, juste peut-être, le temps tel que nous le connaissons n'existe tout simplement pas. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 dimensions de cette réalité troublante. D'abord, nous examinerons l'univers bloc, cette théorie physique qui affirme que tous les moments du temps existent simultanément, comme les pages d'un livre déjà écrit. Ensuite, nous plongerons dans les expériences quantiques déconcertantes qui semblent défier notre compréhension du flux temporel, où les particules semblent voyager à rebours dans le temps ou exister dans plusieurs moments à la fois. Enfin, nous découvrirons comment notre propre cerveau construit cette illusion du « maintenant », cet instant présent qui se sent si réel, mais qui pourrait n'être qu'une construction neuronale sophistiquée pour nous permettre de naviguer dans une réalité intemporelle. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous explorons les mystères les plus profonds de la conscience, de la réalité quantique et des structures cachées de l'univers. Je suis ravi de vous accompagner dans ce voyage aux frontières de notre compréhension du temps lui-même. Installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous à remettre en question l'une des certitudes les plus fondamentales de votre existence, car ce que nous allons découvrir ensemble pourrait transformer à jamais votre perception de chaque instant que vous vivez. Si vous aimez explorer les questions qui défient notre conception de la réalité, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations futures dans ces territoires fascinants où la science rencontre la philosophie, où la physique touche à la métaphysique. Ferme les yeux un instant et pense à hier. Tu peux te souvenir de ce que tu as mangé, de qui tu as vu, de ce que tu as ressenti. Maintenant, pense à demain. Tu peux imaginer ce que tu feras, où tu iras, peut-être même qui tu rencontreras. Et maintenant, reviens à cet instant précis, à ce moment que nous appelons maintenant. Où est-il exactement? Quand commence-t-il? Quand se termine-t-il? Si tu essaies de le saisir, il semble s'échapper, se dissoudre entre tes doigts comme du sable fin. Le moment où tu as commencé à lire cette phrase est déjà dans le passé. Le moment où tu la termineras est encore dans le futur. Mais où, précisément, se trouve le présent? Cette question simple a torturé les philosophes pendant des millénaires. Saint Augustin, au IVe siècle, écrivait avec une frustration palpable dans ses Confessions qu'il savait ce qu'était le temps tant que personne ne lui posait la question, mais que dès qu'on lui demandait de l'expliquer, il ne savait plus. Cette perplexité n'était pas le signe de son ignorance, mais plutôt la reconnaissance d'une vérité profonde et dérangeante. Le temps pourrait être, au fond, impossible à expliquer parce qu'il n'existe pas de la manière dont nous pensons qu'il existe. Pendant des siècles, nous avons cru que le temps était absolu, universel, qu'il s'écoulait à la même vitesse partout dans l'univers. Puis est arrivé un employé de bureau à Berne, en Suisse, nommé Albert Einstein. En 1905, cet homme a publié une théorie qui allait fracasser notre compréhension du temps. Sa théorie de la relativité restreinte démontrait quelque chose d'absolument stupéfiant. Le temps n'est pas universel. Il ne s'écoule pas à la même vitesse pour tout le monde. 2 personnes en mouvement, l'une par rapport à l'autre, vivront le temps différemment. Si tu voyages à une vitesse proche de celle de la lumière,
Le temps ralentit pour toi par rapport à quelqu'un qui reste immobile. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une perception subjective. C'est une réalité physique mesurable et confirmée par des milliers d'expériences. Mais Einstein ne s'est pas arrêté là. 10 ans plus tard, avec sa théorie de la relativité générale, il a révélé quelque chose d'encore plus troublant. Le temps n'est pas juste relatif au mouvement, il est aussi relatif à la gravité. Plus tu es proche d'un objet massif, plus le temps ralentit pour toi. Sur Terre, ta tête vieillit légèrement plus vite que tes pieds parce qu'elle est un peu plus éloignée du centre de gravité de notre planète. Cette différence est infime, quelques nanosecondes sur une vie entière, mais elle est réelle et mesurable avec des horloges atomiques suffisamment précises. Près d'un trou noir, cette distorsion devient extrême. Une personne qui s'approcherait de l'horizon, des événements d'un trou noir massif, pourrait voir des milliards d'années s'écouler dans l'univers extérieur pendant ce qui lui semblerait être quelques heures. Ces découvertes ont bouleversé notre conception du temps, mais elles ont aussi ouvert la porte à une question encore plus radicale. Si le temps peut ralentir, s'accélérer, se dilater et se contracter selon où tu es et à quelle vitesse tu bouges, est-ce vraiment quelque chose qui s'écoule ou est-ce plutôt une dimension de l'univers, au même titre que la longueur, la largeur et la hauteur? C'est exactement ce qu'Einstein lui-même en est venu à croire. Dans ses équations de relativité générale, le temps et l'espace ne sont plus séparés. Ils forment une seule entité unifiée qu'on appelle l'espace-temps. Et dans cet espace-temps à 4 dimensions, le passé, le présent et le futur n'ont pas vraiment de signification objective. Ils sont comme le ici et le là-bas dans l'espace. Pour toi, Paris est ici, si tu y es, et Tokyo est là-bas. Mais pour quelqu'un à Tokyo, c'est l'inverse. Aucune des deux perspectives n'est plus vraie que l'autre. Elles sont simplement relatives à l'observateur. De la même manière, dans la vision einsteinienne de l'univers, ton maintenant n'est pas le même que le maintenant de quelqu'un en mouvement par rapport à toi. Ce qui est présent pour toi pourrait être le passé ou le futur pour quelqu'un d'autre. Il n'existe pas de moment universel du maintenant qui traverse tout l'univers simultanément. Le présent est relatif, tout comme la position dans l'espace. Cette idée semble folle, elle va à l'encontre de tout ce que nous ressentons. Mais elle mène à une conclusion encore plus vertigineuse, une théorie que les physiciens appellent l'univers bloc, ou en anglais, le bloc universe. Selon cette vision, tous les moments du temps, du Big Bang jusqu'à la fin de l'univers, existent tous simultanément. L'univers n'est pas quelque chose qui change et évolue dans le temps. C'est plutôt une structure statique et intemporelle à 4 dimensions, où chaque événement qui a jamais eu lieu ou aura jamais lieu existe éternellement à ses coordonnées spatio-temporelles. Imagine un film sur une pellicule. Chaque image du film existe physiquement sur cette pellicule, même si tu ne regardes qu'une image à la fois quand le film est projeté. Le passé du film, son présent et son futur existent tous, gravés sur la pellicule. Ton expérience de regarder le film image par image crée l'illusion du mouvement et du changement, mais en réalité, toute l'histoire existe déjà, complète et immuable. Selon l'univers bloc, notre réalité fonctionne de manière similaire. Tous les moments existent et notre conscience se déplace simplement à travers eux, créant l'illusion que le temps passe. Cette vision est profondément troublante pour beaucoup de gens. Elle semble impliquer que le futur est déjà écrit, que tout ce qui va t'arriver a déjà eu lieu dans un certain sens, que le libre arbitre pourrait être une illusion. Si tous les moments existent déjà, comment peux-tu choisir ton futur? Comment tes décisions peuvent-elles avoir un sens? Mais attends, avant de rejeter cette idée comme étant trop étrange ou trop dérangeante, considère les preuves. Car ce n'est pas juste une spéculation philosophique. C'est une conséquence mathématique directe des théories les plus précises et les mieux testées de la physique moderne. Chaque fois que ton GPS te localise sur ton téléphone, il doit tenir compte de la relativité du temps pour être précis.
Les satellites qui envoient les signaux GPS bougent rapidement et sont dans un champ gravitationnel différent de celui de la surface de la Terre. Donc le temps s'écoule différemment pour eux. Si les ingénieurs ne corrigèrent pas ces effets relativistes, ton GPS te localiserait à plusieurs kilomètres de ta position réelle en quelques heures. La relativité n'est pas une théorie abstraite. C'est une réalité que nous utilisons quotidiennement. Et si la relativité est vraie, et elle l'est sans aucun doute, alors l'écoulement universel du temps est une illusion. Il n'existe pas de « maintenant » cosmique qui traverse l'univers. Ce qui existe, c'est une structure quadridimensionnelle où tous les événements sont également réels, qu'ils soient dans ce que nous appelons le passé, le présent ou le futur. Le physicien Hermann Weyl, un contemporain d'Einstein, a exprimé cette idée avec une poésie surprenante pour un scientifique. Il a écrit que le monde objectif ne devient pas, il existe simplement. C'est nous qui, en remontant les lignes de notre vie dans cet univers à 4 dimensions, qui rencontrons successivement les événements et les interprétons comme un flux temporel. Pense à la version de toi-même qui existait il y a 10 ans. Cette personne existe-t-elle encore quelque part? Selon l'univers bloc, oui. Elle existe éternellement à ses coordonnées spatio-temporelles dans la structure de l'espace-temps. Et la version de toi qui existera dans 10 ans existe aussi déjà, attendant patiemment que ta conscience la traverse, la rencontre, la devienne. C'est une pensée à la fois troublante et étrangement réconfortante. Troublante parce qu'elle remet en question notre sentiment de libre arbitre et de possibilités ouvertes. Réconfortante parce qu'elle suggère que rien n'est jamais vraiment perdu. Chaque moment heureux que tu as vécu existe toujours quelque part dans la structure de l'espace-temps. Chaque personne que tu as aimée continue d'exister dans les moments que vous avez partagés. Le temps ne les emporte pas vraiment. Il n'est qu'une manière de naviguer à travers une réalité où tout existe éternellement. Mais si cela te semble trop abstrait, trop éloigné de notre expérience quotidienne, prépare-toi. Car il existe des preuves encore plus directes et plus étranges que le temps n'est pas ce qu'il semble être. Ces preuves viennent du domaine le plus mystérieux de la physique, un royaume où les règles de notre réalité quotidienne semblent ne plus s'appliquer du tout. Elles viennent du monde quantique. Au niveau des particules subatomiques, des électrons, des photons, des quarks, la réalité se comporte de manière absolument incompréhensible selon notre logique ordinaire. Les particules peuvent être à 2 endroits en même temps. Elles peuvent être intriquées, connectées instantanément quelle que soit la distance qui les sépare, comme si l'espace entre elles n'existait pas. Et plus perturbant encore pour notre sujet d'aujourd'hui, elles semblent pouvoir influencer le passé. Je sais que cela semble impossible. Comment quelque chose peut-il influencer ce qui s'est déjà produit? Le passé est terminé, fixé, immuable, non? Mais le monde quantique ne semble pas respecter cette règle que nous tenons pour acquise. L'expérience la plus célèbre qui démontre cette étrangeté s'appelle l'expérience de la double fente, et elle a été tourmentant les physiciens depuis plus d'1 siècle. Voici comment elle fonctionne. Tu prends une source de lumière, disons un laser qui émet des photons, ces particules minuscules de lumière. Tu places devant cette source une barrière avec 2 fentes étroites, 2 ouvertures parallèles. Derrière cette barrière, tu places un écran de détection qui enregistre où les photons arrivent. Maintenant, si les photons étaient simplement de petites balles, de petites particules solides, tu t'attendrais à voir 2 bandes lumineuses sur l'écran, correspondant aux 2 fentes. Certains photons passeraient par la fente de gauche et formeraient une bande à gauche, d'autres passeraient par la fente de droite et formeraient une bande à droite. Simple, logique, intuitif. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de 2 bandes, tu obtiens un motif d'interférence, une série de bandes claires et sombres alternées. Ce motif est la signature caractéristique des ondes. Quand 2 ondes se rencontrent, elles peuvent s'additionner pour créer une zone plus lumineuse ou s'annuler pour créer une zone sombre.
C'est ce qui se passe quand tu jettes deux pierres dans un étang et que les ondulations se croisent. Donc, les photons se comportent comme des ondes. Chaque photon passe apparemment par les deux fentes en même temps, comme une vague d'eau passerait par deux ouvertures, puis interfère avec lui-même pour créer ce motif de bande. C'est déjà assez étrange, mais ça devient encore plus bizarre. Imagine maintenant que tu veuilles savoir par quelle fente le photon passe réellement. Tu places donc un détecteur à chaque fente pour observer le chemin du photon. Et au moment où tu fais cela, au moment où tu essaies de voir par quelle fente le photon passe, le motif d'interférence disparaît complètement. Les photons se mettent soudainement à se comporter comme des particules. Ils passent par une fente ou par l'autre, jamais les deux à la fois, et tu obtiens simplement deux bandes sur l'écran au lieu du motif d'interférence complexe. C'est comme si le photon savait que tu l'observais et changeait son comportement en conséquence. Quand tu ne regardes pas, il se comporte comme une onde qui passe par les deux fentes. Quand tu regardes, il se comporte comme une particule qui passe par une seule fente. L'acte d'observation semble modifier la réalité elle-même. Cela a perturbé profondément les physiciens pendant des décennies. Niels Bohr, l'un des pères de la mécanique quantique, disait que quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne l'a pas comprise. Einstein lui-même, malgré ses contributions cruciales à la physique quantique, n'a jamais accepté complètement ses implications les plus étranges. Il pensait que la théorie était incomplète, qu'il devait y avoir quelque chose de plus profond que nous ne comprenions pas encore. Mais voici où cela devient vraiment troublant pour notre conception du temps. Dans les années 1970, un physicien nommé John Wheeler a proposé une variation de cette expérience qu'il a appelée l'expérience à choix retardé. L'idée est élégante et terrifiante dans ses implications. Dans cette version, tu envoies un photon vers les deux fentes, mais tu ne décides qu'après que le photon a déjà passé les fentes si tu vas mesurer par quelle fente il est passé ou non. Autrement dit, tu retardes ton choix d'observer jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que ce choix affecte ce qui s'est passé aux fentes. Selon notre compréhension normale du temps et de la causalité, cela ne devrait rien changer. Le photon a déjà passé les fentes. Il est soit passé par une fente comme une particule, soit par les deux comme une onde. Ton choix ultérieur de mesurer ou non ne devrait pas pouvoir changer ce qui s'est déjà produit. Mais ce n'est pas ce que montrent les expériences. Quand cette expérience a été réalisée pour la première fois dans les années 1980, et elle a été répétée d'innombrables fois depuis avec des variantes de plus en plus sophistiquées, les résultats sont toujours les mêmes et toujours aussi déconcertants. Si tu choisis de mesurer par quelle fente le photon est passé, même après qu'il a passé les fentes, il se comporte rétroactivement comme s'il était passé par une seule fente. Si tu choisis de ne pas mesurer, il se comporte rétroactivement comme s'il était passé par les deux fentes. Ton choix dans le présent semble déterminer ce qui s'est passé dans le passé. La cause vient après l'effet. Le temps, à l'échelle quantique, ne semble pas avoir de direction fixe. Wheeler a même imaginé une version cosmique de cette expérience. Imagine un photon émis par une galaxie lointaine il y a des milliards d'années. Ce photon voyage à travers l'univers et sur son chemin se trouve une galaxie massive qui agit comme une lentille gravitationnelle. Selon la relativité générale, la gravité de cette galaxie peut courber l'espace autour d'elle, créant effectivement deux chemins possibles pour le photon comme deux fentes. Le photon peut contourner la galaxie par la gauche ou par la droite. Maintenant, ce photon arrive finalement sur Terre, des milliards d'années après avoir quitté sa source. Nous pouvons choisir de le détecter d'une manière qui révèle par quel chemin il est passé autour de la galaxie, ou d'une manière qui ne révèle pas cette information. Et selon la mécanique quantique, notre choix aujourd'hui détermine rétroactivement le chemin que le photon a pris il y a des milliards d'années. Cela a été testé avec de vrais photons venant de quasars lointains, et les résultats sont cohérents avec les prédictions quantiques.
notre mesure aujourd'hui semble vraiment influencer ce qui s'est passé dans un passé cosmiquement lointain. Comment est-ce possible? Comment peut-on influencer ce qui s'est déjà produit? La réponse, aussi étrange qu'elle puisse paraître, est que le passé n'est peut-être pas aussi fixé que nous le pensons. Ou plus précisément, le concept même de ce qui s'est passé pourrait ne pas avoir de sens tant qu'il n'y a pas eu d'observation, de mesure. Le physicien John Wheeler lui-même a proposé une interprétation radicale. Il suggérait que l'univers n'a pas d'histoire définie dans le passé tant que cette histoire n'a pas été observée et enregistrée. Le passé, comme le futur, existe dans un état de possibilités multiples jusqu'à ce qu'une observation le cristallise en une réalité unique. Nous ne découvrons pas simplement le passé en l'observant, nous le créons, nous le définissons par notre observation. C'est une idée vertigineuse. Elle suggère que l'univers entier, dans un sens, pourrait être participatif. Nous ne sommes pas juste des observateurs passifs d'une réalité préexistante. Nous sommes des participants actifs dans la création de cette réalité, non seulement dans le présent et le futur, mais aussi dans le passé. Cela semble contredire complètement l'idée de l'univers bloc que nous avons exploré plus tôt, où tous les moments existent déjà de manière fixe et immuable. Mais peut-être que ces deux visions apparemment contradictoires pointent vers une vérité encore plus profonde et plus étrange. Peut-être que le temps n'est ni un flux qui s'écoule du passé vers le futur, ni une dimension statique où tout existe déjà, mais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que notre langage et nos concepts ordinaires ne peuvent pas vraiment capturer. Le physicien Carlo Rovelli, l'un des penseurs les plus profonds de la physique moderne, a écrit un livre magnifique intitulé « L'ordre du temps », où il explore ces questions. Il suggère que le temps pourrait être une propriété émergente, quelque chose qui n'existe pas au niveau fondamental de la réalité, mais qui apparaît à notre échelle en raison de notre perspective limitée et de la manière dont nous interagissons avec l'univers. Pense à la température. À un niveau microscopique, il n'existe pas de chose telle que la température. Il y a juste des molécules qui bougent plus ou moins rapidement. La température est une propriété qui émerge quand tu as un grand nombre de molécules et que tu ne peux pas suivre chaque molécule individuellement. C'est une moyenne statistique, une manière commode de décrire le comportement collectif de milliards de particules. Rovelli suggère que le temps pourrait être similaire. Au niveau fondamental de la réalité, au niveau des équations les plus profondes de la physique quantique et de la gravité, le temps pourrait tout simplement ne pas exister. Il n'y aurait que des relations entre événements, des corrélations entre différents systèmes physiques. Le temps, avec son flux apparent du passé vers le futur, serait une propriété émergente qui apparaît à notre échelle macroscopique en raison de la manière dont nous sommes construits et de notre perspective limitée sur l'univers. Cela expliquerait pourquoi le temps se comporte si étrangement à l'échelle quantique. À cette échelle, nous nous approchons du niveau fondamental de la réalité, où le temps en tant que tel n'existe pas encore. Les particules quantiques ne vivent pas dans le temps comme nous le faisons. Elles existent dans un réseau de relations et de corrélations qui n'a pas besoin de la notion de passé, présent et futur pour être décrit mathématiquement. Des expériences récentes ont ajouté encore plus de mystère à cette image déjà trouble. En 2015, des physiciens ont réalisé une expérience où ils ont créé ce qu'on appelle une superposition temporelle. Ils ont réussi à mettre un système quantique dans un état où il existait dans deux moments différents en même temps. Le système n'était ni à un moment ni à l'autre, mais dans une superposition quantique des deux, comme un chat de Schrödinger, qui serait à la fois vivant et mort jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte. Imagine que tu puisses exister simultanément au petit déjeuner et au dîner, pas l'un après l'autre, mais vraiment les deux en même temps dans un état quantique superposé. C'est essentiellement ce que ces physiciens ont réussi à faire avec leur système, et cela défie complètement notre notion intuitive de ce qu'est le temps. D'autres chercheurs ont exploré l'idée d'une causalité quantique indéfinie. Dans notre monde quotidien, la causalité a un ordre clair,
Si A cause B et B cause C, alors l'ordre est A, puis B, puis C. Cet ordre est fixe et ne peut pas être inversé. Mais dans le monde quantique, il semble possible de créer des situations où l'ordre causal lui-même est dans une superposition. Il n'y a pas de réponse définie à la question de savoir si A est venu avant B ou B avant A. Les deux ordres existent simultanément dans une superposition quantique. En 2012, une équipe de physiciens a créé une expérience appelée le commutateur quantique, où un photon traverse deux appareils de mesure dans un ordre qui n'est pas défini. Il ne passe pas d'abord par l'appareil A puis par l'appareil B, ni d'abord par B puis par A. Il passe dans une superposition de ces deux ordres temporels. L'ordre temporel lui-même est flou, indéterminé, quantique. Ces expériences ne sont pas de simples curiosités de laboratoire. Elles révèlent quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Elles nous disent que le temps, tel que nous l'expérimentons, avec son flux unidirectionnel du passé vers le futur, avec ses moments clairement ordonnés, est une approximation, une simplification qui fonctionne à notre échelle, mais qui ne capture pas la réalité profonde de l'univers. À un niveau fondamental, le temps pourrait être beaucoup plus flexible, plus fluide, plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Le passé pourrait ne pas être fixé, le futur pourrait ne pas être ouvert, et le présent pourrait ne pas exister du tout au sens où nous le comprenons habituellement. Et pourtant, malgré tout cela, malgré toutes ces preuves scientifiques que le temps n'est pas ce qu'il semble être, nous continuons à vivre notre vie quotidienne avec un sentiment très fort que le temps s'écoule, que le présent est réel et différent du passé et du futur, que nous nous déplaçons inexorablement du passé vers le futur. Pourquoi? D'où vient cette illusion si convaincante? La réponse se trouve dans notre cerveau, dans la manière dont notre conscience est structurée et dont elle traite l'information, car il s'avère que notre expérience subjective du temps n'est pas un reflet direct de la réalité physique. C'est une construction, une interprétation créée par nos circuits neuronaux pour nous aider à naviguer dans le monde. Les neuroscientifiques qui étudient la perception du temps ont fait des découvertes fascinantes ces dernières décennies. Ils ont découvert que le cerveau ne possède pas d'horloge interne unique qui mesure le temps de manière objective. Au lieu de cela, il utilise de multiples systèmes distribués dans différentes régions du cerveau pour estimer la durée et la séquence des événements. Plus intéressant encore, ces estimations sont étonnamment malléables. Tu as probablement remarqué que le temps semble s'accélérer quand tu t'amuses et ralentir quand tu t'ennuies ou quand tu as peur. Ce n'est pas juste une impression subjective sans importance. C'est une révélation sur la nature de ta perception temporelle. Le temps que tu vis n'est pas le temps objectif de l'horloge. C'est une construction de ton cerveau, et cette construction peut être étirée ou compressée selon ton état mental et émotionnel. Des expériences ont montré que des personnes en chute libre, comme lors d'un saut en parachute, perçoivent le temps comme s'écoulant plus lentement. Leur cerveau, en état d'alerte maximale, enregistre plus de détails, crée plus de souvenirs, et cette richesse de l'expérience se traduit par une sensation que le temps s'est dilaté. Ce n'est pas que le temps a vraiment ralenti pour eux au sens physique, mais leur expérience subjective du temps a changé. D'autres études ont montré que notre perception du présent, de ce moment que nous appelons « maintenant », est en réalité une fenêtre temporelle qui dure environ 3 secondes. Ton cerveau intègre les informations sensorielles qui arrivent sur une période d'environ 3 secondes et les présente à ta conscience comme un moment unique et unifié. C'est pourquoi, quand tu écoutes de la musique, tu peux percevoir une phrase musicale comme une unité, même si elle s'étend sur plusieurs secondes. C'est pourquoi, quand quelqu'un te parle, tu entends des mots et des phrases complètes, pas juste une succession de sons isolés. Cette fenêtre de 3 secondes n'est pas arbitraire. Elle semble être liée au rythme naturel de nos processus cognitifs. Les ondes cérébrales dans certaines fréquences
particulièrement les ondes θ, qui oscillent environ 4 à 8 fois par seconde, semblent jouer un rôle crucial dans la création de cette fenêtre temporelle subjective. Ton cerveau découpe le flux continu de l'expérience en morceaux gérables d'environ 3 secondes, et c'est cette découpe qui crée ton sentiment du présent. Mais il y a quelque chose encore plus étrange. Les informations sensorielles ne arrivent pas instantanément à ta conscience. Il y a un délai, un temps de traitement. Quand tu vois quelque chose, la lumière frappe ta rétine. Les signaux voyagent le long du nerf optique jusqu'au cortex visuel à l'arrière de ton cerveau. Puis ces signaux sont traités, intégrés avec d'autres informations sensorielles et contextuelles. Et finalement, quelques centaines de millisecondes plus tard, tu deviens conscient de ce que tu as vu. Cela signifie que le moment dont tu es conscient en tant que « maintenant » est en réalité déjà dans le passé au moment où tu en deviens conscient. Tu vis constamment avec un léger retard par rapport à la réalité physique. Ton « maintenant » conscient est en fait il y a quelques fractions de secondes. Mais voici le plus étrange. Ton cerveau cache ce délai. Il fait quelque chose d'extraordinaire pour maintenir l'illusion que tu vis dans le présent immédiat. Il rétrodate tes expériences conscientes pour qu'elles semblent s'être produites plutôt qu'elles ne l'ont réellement fait. C'est comme si ton cerveau trichait avec l'horodatage de tes expériences pour créer une timeline cohérente et pour te faire sentir que tu es synchronisé avec le monde. Il y a une expérience fascinante qui démontre cela, appelée l'effet de flash lag. Imagine que tu regardes un objet qui se déplace en cercle sur un écran, comme une horloge. À un certain moment, un flash lumineux apparaît exactement aligné avec l'objet en mouvement. Physiquement, le flash et l'objet sont au même endroit, au même moment. Mais ce n'est pas ce que tu perçois. Tu vois le flash en retard par rapport à l'objet en mouvement. Le flash semble apparaître derrière l'objet, même s'ils étaient parfaitement alignés. Pourquoi? Parce que ton cerveau traite le mouvement de manière prédictive. Il anticipe où l'objet en mouvement sera dans un instant et présente cette prédiction à ta conscience comme étant le présent. Mais le flash est inattendu, donc ton cerveau ne peut pas le prédire. Il doit le traiter normalement, avec le délai habituel. Résultat, le flash semble être en retard, alors qu'en réalité, c'est ta perception de l'objet en mouvement qui est en avance. Ton cerveau ne se contente pas d'enregistrer passivement le présent. Il le construit activement, il le prédit, il le modifie pour créer une expérience cohérente. Le maintenant que tu vis est une simulation sophistiquée créée par ton cerveau, pas un reflet direct de la réalité objective. Cette découverte a des implications profondes. Si ton expérience du présent est construite, simulée par ton cerveau, alors qu'est-ce qui est réellement réel? Est-ce la réalité physique sous-jacente, avec sa relativité temporelle et ses bizarreries quantiques? Ou est-ce ton expérience subjective, avec son flux temporel illusoire, mais irrésistiblement convaincant? Le neuroscientifique Anil Seth propose une perspective fascinante sur cette question. Il suggère que toute notre expérience consciente, y compris notre perception du temps, est ce qu'il appelle une hallucination contrôlée. Nous ne percevons pas directement le monde tel qu'il est. Au lieu de cela, notre cerveau génère constamment des prédictions sur ce que devrait être le monde, basées sur nos expériences passées, puis il compare ces prédictions aux signaux sensoriels entrants. Notre expérience consciente est le résultat de ce processus prédictif. Dans ce cadre, le temps que nous expérimentons est une prédiction, une hypothèse que notre cerveau fait sur la structure de la réalité. Cette prédiction s'est révélée utile pour notre survie. Un organisme qui peut se souvenir du passé, percevoir le présent et anticiper le futur a un énorme avantage évolutif. Donc, la sélection naturelle a façonné nos cerveaux pour créer cette expérience du temps, même si cette expérience ne correspond pas à la nature fondamentale de la réalité. C'est un peu comme les couleurs. Les couleurs que tu vois, le rouge d'une rose, le bleu du ciel, n'existent pas dans le monde physique. Ce qui existe, ce sont des ondes électromagnétiques de différentes longueurs d'onde.
le rouge et le bleu, sont des expériences subjectives créées par ton cerveau pour représenter ces différentes longueurs d'onde d'une manière qui t'aide à naviguer dans le monde. De la même manière, le passé, le présent et le futur pourraient être des catégories subjectives créées par ton cerveau pour t'aider à organiser ta relation avec une réalité qui, à un niveau fondamental, ne fonctionne pas du tout en termes de temps qui s'écoule. Il y a une région particulière du cerveau qui semble être cruciale pour notre expérience du temps, l'hippocampe. Cette structure, enfouie profondément dans le lobe temporal, est célèbre pour son rôle dans la mémoire. Mais des recherches récentes suggèrent si elle fait quelque chose de plus subtil et de plus intéressant. Elle semble créer des cartes, non seulement de l'espace, mais aussi du temps. Les neuroscientifiques ont découvert des cellules dans l'hippocampe qu'ils appellent des cellules de temps. Ces cellules s'activent en séquence comme les notes d'une mélodie, marquant la progression d'un événement. Quand tu vis une expérience, ces cellules de temps s'activent dans un certain ordre. Quand tu te souviens de cette expérience plus tard, ces mêmes cellules s'activent à nouveau dans le même ordre, reconstituant la séquence temporelle de l'événement. C'est fascinant parce que cela suggère que ton cerveau ne stocke pas le temps directement. Il stocke des séquences, des patterns d'activation neuronale. Et quand ces patterns sont rejoués, tu as l'expérience subjective du temps qui passe. Le temps, dans ton expérience, est la séquence dans laquelle les événements se déroulent dans ton cerveau, pas quelque chose qui existe indépendamment là-bas dans le monde. Des patients avec des lésions à l'hippocampe offrent des aperçus tragiques, mais révélateurs, sur cette relation entre le cerveau et le temps. Le cas le plus célèbre est celui d'un homme connu sous les initiales HM, qui a subi une ablation chirurgicale de larges portions de son hippocampe pour traiter une épilepsie sévère. Après l'opération, HM pouvait se souvenir de son passé lointain, d'avant la chirurgie, mais il ne pouvait plus former de nouveaux souvenirs à long terme. Il vivait dans un présent perpétuel, chaque moment était nouveau pour lui. Il rencontrait les mêmes personnes encore et encore, comme si c'était la première fois. Il lisait le même magazine jour après jour, sans se souvenir l'avoir déjà lu. Pour HM, le temps avait perdu sa continuité. Il n'y avait plus de fil narratif reliant un moment au suivant. Chaque instant était isolé, déconnecté de ce qui était venu avant. Son cas illustre de manière poignante que notre expérience d'un temps continu, d'une vie qui se déroule comme une histoire cohérente, dépend crucialement de notre capacité à former et à relier des souvenirs. Sans cette capacité, le temps se fragmente en une série de moments discontinus. Mais il y a aussi des cas inverses où le temps semble s'accélérer pathologiquement. Certaines personnes âgées rapportent que les années semblent se passer de plus en plus vite à mesure qu'elles vieillissent. Ce phénomène n'est pas juste une impression vague. Il a été étudié scientifiquement et il semble y avoir plusieurs facteurs en jeu. D'abord, il y a l'aspect proportionnel. Quand tu as 5 ans, une année représente 20% de toute ta vie. Quand tu as 50 ans, une année ne représente que 2%. Proportionnellement, chaque année représente une fraction de plus en plus petite de ton expérience totale, donc elle peut sembler plus courte. Mais il y a aussi un facteur neurologique. À mesure que nous vieillissons, nous avons tendance à vivre moins d'expériences nouvelles. Notre vie devient plus routinière, plus prévisible. Et notre cerveau enregistre moins densément les expériences routinières que les expériences nouvelles. Quand tu voyages dans un pays étranger, chaque jour semble long parce que tu vis tellement de choses nouvelles, ton cerveau est constamment stimulé, constamment en train d'encoder de nouvelles informations. Mais quand tu passes une semaine à faire exactement ce que tu fais tous les jours, cette semaine peut sembler passer en un éclair parce que ton cerveau n'a presque rien encodé de mémorable. Donc, la vitesse subjective du temps dépend de la richesse de ton expérience. Plus ta vie est nouvelle et stimulante, plus le temps semble se dilater. Plus ta vie est routinière et prévisible, plus le temps semble s'accélérer. C'est une découverte qui a des implications pratiques importantes.
Si tu veux que ta vie semble plus longue, plus riche, cherche la nouveauté, l'exploration, l'apprentissage. Chaque nouvelle expérience ajoute de la densité à ton temps subjectif. Il existe également des états de conscience altérés qui modifient radicalement la perception du temps. Les personnes qui méditent profondément rapportent souvent une expérience du temps très différente. Dans certains états méditatifs, le sentiment du temps qui passe peut disparaître complètement. Le passé et le futur semblent s'estomper et il ne reste qu'un présent éternel, immobile, sans début ni fin. Est-ce une illusion créée par l'état méditatif? Ou est-ce au contraire un aperçu d'une réalité plus profonde, une expérience de l'univers tel qu'il est vraiment, sans le filtre de notre perception temporelle habituelle? Les traditions contemplatives de l'Est ont longtemps affirmé que le temps est une illusion, que la réalité ultime est éternelle et intemporelle, et que notre expérience du temps qui passe est le résultat de notre identification avec notre esprit et nos pensées. Le bouddhisme, en particulier, a développé une analyse sophistiquée de la nature du temps et de la perception. Selon la philosophie bouddhiste, ce que nous appelons le présent n'est qu'une construction mentale. Chaque moment surgit et disparaît instantanément, remplacé par le moment suivant. Il n'y a pas de maintenant qui perdure. Il n'y a qu'une succession de moments instantanés, apparaissant et disparaissant si rapidement que notre esprit les fusionne en une expérience apparemment continue, comme les images individuelles d'un film créent l'illusion du mouvement. Cette vision bouddhiste ressemble remarquablement aux découvertes modernes en neurosciences sur la nature construite de notre perception du présent. Elle suggère que si nous pouvions voir la réalité directement, sans le filtre de nos processus mentaux habituels, nous ne verrions pas un flux temporel continu, mais quelque chose de radicalement différent. Certaines substances psychédéliques semblent également perturber profondément la perception du temps. Les personnes sous l'influence de la psilocybine, le composé actif des champignons hallucinogènes ou du LSD, rapportent souvent que le temps devient étrange, fluide, non linéaire. Des minutes peuvent sembler durer des heures. Le passé, le présent et le futur peuvent sembler se mélanger ou exister simultanément. Certains rapportent une expérience d'éternité, une sensation que tout le temps existe en même temps. Les neuroscientifiques qui étudient ces substances ont découvert qu'elles semblent perturber les réseaux cérébraux qui maintiennent normalement notre sens du moi et notre sens du temps. Les psychédéliques augmentent l'entropie du cerveau, c'est-à-dire qu'ils augmentent le caractère aléatoire et la complexité des patterns d'activité cérébrale. Les régions du cerveau, qui ne communiquent normalement pas beaucoup, commencent à se parler. Les frontières habituelles entre différents systèmes neuronaux s'estompent. Le résultat est une expérience qui est à la fois profondément désorientante et, pour beaucoup de gens, profondément révélatrice. Quand les mécanismes habituels qui construisent ta perception du temps sont perturbés, tu peux avoir un aperçu de la nature construite de cette perception. Tu réalises viscéralement que le temps que tu vis n'est pas une caractéristique objective de la réalité, mais une interprétation créée par ton cerveau. Ces expériences, qu'elles soient méditatives, psychédéliques ou simplement les variations naturelles de notre perception temporelle, nous rappellent quelque chose d'important. La réalité que nous vivons, y compris notre expérience du temps, est profondément façonnée par notre biologie, par la structure de notre cerveau et de notre système nerveux. Nous ne percevons pas le monde tel qu'il est. Nous percevons le monde tel que notre cerveau le reconstruit pour nous. Et différents cerveaux peuvent reconstruire le monde très différemment. Il y a des animaux dont l'expérience du temps doit être radicalement différente de la nôtre. Une mouche, par exemple, perçoit le temps environ 4 fois plus rapidement que nous. C'est pourquoi il est si difficile de frapper une mouche avec ta main. Pour la mouche, ta main se déplace au ralenti et elle a tout le temps de s'échapper. Son cerveau traite les informations visuelles beaucoup plus rapidement que le nôtre, donc elle vit dans un monde où les événements se déroulent plus lentement du point de vue subjectif. À l'inverse, il y a probablement des animaux qui perçoivent le temps plus lentement que nous.
Un éléphant, avec son cerveau massif et ses processus neuronaux plus lents, pourrait vivre dans un monde subjectivement plus accéléré que le nôtre. Ce qui nous semble être un moment pourrait être un éclair pour un éléphant. Donc, le temps que chacun de nous vit est relatif non seulement dans le sens einsteinien, en fonction de notre vitesse et de notre position gravitationnelle, mais aussi dans un sens neurologique, en fonction de la structure et de la vitesse de traitement de notre cerveau. Il n'y a pas un seul temps objectif que nous vivons tous de la même manière. Il y a autant de temps subjectif qu'il y a d'observateurs conscients, chacun construisant sa propre version de la réalité temporelle. Cette multiplicité de temps subjectifs soulève une question vertigineuse. Si chaque conscience crée sa propre expérience du temps, et si cette expérience ne correspond pas à la réalité physique fondamentale, alors qu'est-ce que le temps réellement? Est-ce juste une propriété de la conscience? Existe-t-il seulement dans l'esprit? Le philosophe Immanuel Kant, au XVIIIe siècle, proposait déjà quelque chose de similaire. Il suggérait que le temps et l'espace ne sont pas des propriétés du monde en soi, mais plutôt des cadres que notre esprit impose au monde pour pouvoir le comprendre. Nous ne pouvons pas expérimenter le monde sauf à travers ces cadres spatiaux et temporels, mais cela ne signifie pas que le monde lui-même, indépendamment de notre observation, est organisé selon ces mêmes catégories. C'est une pensée profondément dérangeante. Elle suggère qu'il pourrait y avoir un abîme insurmontable entre le monde tel qu'il est réellement et le monde tel que nous pouvons le connaître. La réalité en soi, ce que Kant appelait le noumen, pourrait être complètement différente de la réalité telle qu'elle nous apparaît, le phénomène. Mais voici où la science moderne devient vraiment fascinante. Parce que maintenant, avec nos expériences quantiques, avec nos théories de la relativité, avec nos scanners cérébraux, nous commençons à avoir des aperçus de cette réalité nouménale. Nous commençons à voir les coutures de la simulation, les limites de notre perception ordinaire, et ce que nous découvrons est que Kant avait raison. Le monde tel qu'il est, fondamentalement, est très différent du monde tel que nous l'expérimentons. Le temps, en particulier, semble être une de ces catégories que notre esprit impose au monde, plutôt qu'une propriété intrinsèque du monde lui-même. Alors, si nous rassemblons tous ces fils, toutes ces évidences que nous avons explorées, quelle image émerge? Nous avons la relativité qui nous dit que le temps n'est pas universel, qu'il n'y a pas de moment cosmique du maintenant. Nous avons l'univers bloc qui suggère que tous les moments existent simultanément dans une structure quadridimensionnelle éternelle. Nous avons la mécanique quantique qui nous montre que le passé n'est pas fixé, que les effets peuvent précéder leur cause, que l'ordre temporel lui-même peut être indéfini. Et nous avons les neurosciences qui révèlent que notre expérience du temps est une construction créée par notre cerveau, malléable, subjective, parfois illusoire. Toutes ces pièces pointent vers une conclusion troublante mais cohérente. Le temps, tel que nous le connaissons, tel que nous le vivons, n'existe pas au niveau fondamental de la réalité. C'est une propriété émergente, une approximation utile, une illusion sophistiquée créée par notre interaction limitée avec un univers dont la vraie nature est intemporelle. Mais si le temps n'existe pas, comment devons-nous comprendre notre vie? Comment devons-nous comprendre le changement, la croissance, le vieillissement, la mort? Comment pouvons-nous avoir des choix, des décisions, une agence dans notre vie, si tout existe déjà dans une structure fixe? Ce sont des questions difficiles, et honnêtement, la physique moderne n'a pas encore de réponse complète. Mais il y a des pistes, des manières de penser à ces questions qui peuvent préserver à la fois les insights de la science moderne et notre expérience vécue de la liberté et du changement. Premièrement, même si tous les moments existent dans l'univers bloc, cela ne signifie pas que ton expérience de traverser ces moments est illusoire ou sans importance. Ta conscience, se déplaçant à travers la structure de l'espace-temps, rencontre réellement ces moments successivement. Ton expérience du changement et de la progression est réelle au niveau de ta perspective, même si d'un point de vue extérieur omniscient, tous ces moments coexistent.
c'est un peu comme lire un livre. Toutes les pages du livre existent simultanément dans l'objet physique, mais ton expérience de lire le livre est séquentielle. Tu traverses les pages une par une, et cette progression crée une histoire, un arc narratif qui a du sens. Le fait que toutes les pages existent déjà ne rend pas ton expérience de les lire moins réelle ou moins significative. Deuxièmement, la question du libre arbitre dans un univers bloc est plus subtile qu'elle n'y paraît. Oui, si tous les moments existent déjà, alors dans un sens, tout est déterminé. Mais déterminé ne signifie pas forcé de l'extérieur. Tes choix, tes décisions font partie de ce qui détermine la structure de l'univers bloc. Tu n'es pas séparé de l'univers, forcé de suivre un chemin tracé par quelque chose d'autre. Tu es une partie de l'univers et tes choix sont une partie du tissu de la réalité. Le physicien Sean Carroll exprime cela élégamment. Il dit que nos choix sont réels et importants, non pas parce qu'ils changent un futur qui serait autrement différent, mais parce qu'ils sont une partie essentielle de la structure causale de l'univers. Sans tes choix, l'univers serait littéralement différent. Tes décisions ne sont pas impuissantes face à un futur déjà écrit. Elles sont ce qui écrit ce futur. C'est une vision compatibiliste du libre arbitre. Elle dit que le libre arbitre et le déterminisme ne sont pas en contradiction. Tu es libre dans la mesure où tes choix découlent de tes propres désirs, valeurs et raisonnements, et non de contraintes externes. Le fait que ces choix soient déterminés par les lois de la physique ne les rend pas moins tiens, ne les rend pas moins libres dans le sens qui compte vraiment. Mais il y a aussi une autre possibilité, une possibilité encore plus radicale. Et si l'univers bloc lui-même n'était qu'une approximation? Et si, au niveau le plus fondamental, la réalité n'était ni déterminée, ni aléatoire, mais quelque chose d'entièrement différent? La mécanique quantique, avec son indéterminisme fondamental, suggère que l'avenir n'est pas entièrement fixé. Quand un système quantique est dans une superposition d'états, il n'y a pas de fait défini sur quel état il est jusqu'à ce qu'il soit mesuré. Et quand cette mesure se produit, le résultat semble être fondamentalement aléatoire, pas déterminé par les conditions antérieures. Maintenant, il y a un débat intense en physique sur ce que cela signifie réellement. L'interprétation de Copenhague, l'interprétation standard enseignée dans la plupart des cours de physique, dit que la mesure cause un effondrement de la fonction d'onde, transformant les possibilités multiples en une réalité unique. Mais cet effondrement est mystérieux et mal compris. Qu'est-ce qu'une mesure exactement? Pourquoi la mesure causerait-elle cet effondrement? Personne ne sait vraiment. D'autres interprétations, comme l'interprétation des mondes multiples proposée par Hugh Everett, suggèrent que l'effondrement ne se produit jamais vraiment. Au lieu de cela, toutes les possibilités se réalisent, mais dans des branches différentes de l'univers. Quand tu mesures un système quantique, l'univers se scinde en multiples branches, une pour chaque résultat possible, et tu te retrouves dans une de ces branches sans être conscient des autres. C'est une idée vertigineuse. Elle suggère que chaque fois qu'un événement quantique se produit, et cela arrive des milliards de fois par seconde partout dans l'univers se divise en une multitude de branches parallèles. Il y aurait un nombre astronomiquement vaste de versions de toi, vivant des vies légèrement différentes dans ces branches parallèles, chacune aussi réelle que toi. Dans cette vision, le temps prend une structure encore plus étrange. Ce n'est pas une ligne, ni même une dimension statique dans un univers bloc. C'est un arbre ramifié, une structure arborescente où chaque moment se divise en de multiples futurs possibles, tous également réels. Et il y a encore d'autres interprétations. L'interprétation de Bohm, ou mécanique de Broglie-Bohm, suggère qu'il y a en fait une réalité déterministe, sous-jacente à la mécanique quantique, mais que nous ne pouvons pas y accéder directement. Les particules ont des positions et des vitesses définies à tout moment, mais il y a aussi un champ pilote qui guide leur mouvement de manière déterministe. L'indéterminisme quantique que nous observons serait juste le résultat de notre ignorance de ce champ pilote.
L'interprétation transactionnelle, proposée par John Cramer, suggère que les interactions quantiques impliquent des ondes qui se propagent à la fois vers l'avant et vers l'arrière dans le temps. Une mesure quantique serait une transaction entre une onde se propageant du passé vers le futur et une onde se propageant du futur vers le passé. Cette interprétation prend au sérieux l'idée que le temps pourrait être bidirectionnel au niveau quantique. Toutes ces interprétations sont mathématiquement cohérentes avec les observations. Nous ne savons pas encore laquelle, si aucune, est correcte. Mais elles illustrent toutes que la nature profonde de la réalité, et en particulier du temps, reste profondément mystérieuse, même avec toutes nos connaissances scientifiques avancées. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le temps n'est pas ce que notre intuition quotidienne nous dit qu'il est. Il n'est pas un flux universel et absolu. Il n'est pas indépendant de l'espace, de la matière, de l'énergie. Il n'est probablement même pas une caractéristique fondamentale de la réalité, mais plutôt quelque chose qui émerge à notre échelle, dans notre interaction avec l'univers, et notre propre expérience du temps, ce sentiment si convaincant que nous nous déplaçons du passé vers le futur à travers un présent éphémère, est une construction neuronale. C'est réel au niveau de notre expérience subjective, mais cela ne reflète pas directement la structure objective de la réalité. Donc, nous vivons dans une situation étrange et paradoxale. Nous vivons dans le temps, mais le temps n'existe peut-être pas. Nous sentons le temps passer, mais ce passage pourrait être illusoire. Nous nous souvenons du passé et anticipons le futur, mais passé et futur pourraient tous deux exister aussi réellement que le présent dans une structure intemporelle. Comment vivre avec cette connaissance? Comment cela devrait-il changer notre manière de vivre nos vies? Certains pourraient trouver cette vision déprimante, fataliste. Si tout existe déjà, si nos choix sont déterminés, si le temps est une illusion, quelle est la signification de notre vie? Mais on peut aussi voir cela d'une manière complètement différente, d'une manière libératrice et même belle. Si tous les moments existent éternellement dans la structure de l'univers, alors rien n'est vraiment perdu. Chaque moment de joie, chaque instant de beauté, chaque connexion aimante que tu as vécue existe à jamais dans le tissu de l'espace-temps. Le temps ne les emporte pas. Ils sont, et ils seront toujours, gravés dans la structure même de la réalité. Et si notre expérience du temps est une construction de notre conscience, alors peut-être avons-nous plus de pouvoir sur cette expérience que nous le pensons. Peut-être pouvons-nous, par la méditation, par la pleine conscience, par l'attention intentionnelle, transformer notre relation avec le temps. Nous pouvons apprendre à habiter le présent plus pleinement, à ne pas être constamment tiraillés entre les regrets du passé et les anxiétés du futur. Les traditions contemplatives l'ont toujours su. Le présent, l'instant actuel, n'est pas juste un point infinitésimal entre le passé et le futur. C'est le seul lieu où la vie se déroule réellement. Le passé n'existe que comme mémoire dans le présent. Le futur n'existe que comme anticipation dans le présent. Tout ce qui est réel, tout ce qui peut être vécu, se passe maintenant. Mais ce maintenant n'est pas le moment fugace que nous pensons qu'il est. C'est quelque chose de plus vaste, de plus profond. Quand tu es pleinement présent, quand ton esprit n'est pas perdu dans les pensées du passé ou du futur, tu peux toucher quelque chose d'intemporel. Tu peux avoir un aperçu de la réalité telle qu'elle est au-delà de notre construction temporelle habituelle. Le philosophe et mystique Eckhart Tolle parle du pouvoir du moment présent. Il suggère que le temps, en tant que construction mentale, est la source de beaucoup de notre souffrance. Nous nous inquiétons du futur, nous rumions le passé, et nous manquons la seule chose qui est réellement ici, qui est le présent. Mais quand nous apprenons à habiter pleinement le présent, nous découvrons une dimension d'être qui est paisible, complète, au-delà du temps. Cela peut sembler mystique ou spirituel, et à un certain niveau, ça l'est. Mais c'est aussi remarquablement cohérent avec ce que la science moderne nous dit sur le temps. Si le temps est une construction, une manière dont notre esprit organise l'expérience,
Alors apprendre à voir, au-delà de cette construction, n'est pas s'échapper de la réalité, mais plutôt toucher à une réalité plus profonde. Il y a une expérience de pensée fascinante proposée par le philosophe Derek Parfit, qui illustre à quel point notre notion d'identité à travers le temps est étrange. Imagine qu'il existe une machine de téléportation. Tu entres dans la machine, elle scanne chaque atome de ton corps, envoie cette information à Mars, et là-bas, un autre appareil reconstruit ton corps exactement, atome pour atome, avec tous tes souvenirs et ta personnalité intacte. La machine sur Terre détruit ensuite ton corps original. Es-tu mort? Ou as-tu simplement voyagé à Mars? La personne sur Mars a tous tes souvenirs, ta personnalité, ta continuité psychologique. Du point de vue externe, elle est toi. Mais du point de vue subjectif, qu'est-ce qui s'est passé? Ton expérience consciente continue-t-elle sur Mars ou s'arrête-t-elle sur Terre et une nouvelle personne qui se trouve être identique à toi commence à exister sur Mars? Maintenant, considère ceci. À un certain niveau, c'est exactement ce qui t'arrive à chaque instant. Les atomes de ton corps sont constamment remplacés. En quelques années, presque chaque atome de ton corps sera différent. Tu n'es pas fait de la même matière que tu étais il y a 10 ans. Ce qui persiste, c'est un pattern, une organisation, une structure d'information. Et même cette structure change constamment. Tu n'es pas la même personne que tu étais à 5 ans, ni même que tu étais hier. Tes souvenirs changent, ta personnalité évolue, tes croyances se transforment. Ce qui crée l'illusion de continuité, c'est que ces changements sont graduels et que tu as une mémoire qui relie les différents moments. Donc, ta continuité à travers le temps n'est pas si différente du cas de la téléportation. À chaque instant, tu es une version légèrement différente de ce que tu étais l'instant précédent. Ce qui crée le toi qui persiste à travers le temps est un pattern d'information qui se réplique et évolue, moment après moment. Mais si le temps lui-même est une illusion, alors peut-être que cette séquence de toi différents existe simultanément dans l'univers bloc. Il n'y a pas un toi qui voyage à travers le temps. Il y a une multitude de toi, chacun à son moment spatio-temporel, relié par la continuité de la mémoire et de l'information. C'est une vision radicale de l'identité. Elle suggère que tu n'es pas une chose persistante qui endure à travers le temps. Tu es plutôt un processus, un pattern qui se déploie à travers la dimension temporelle de l'univers. Et si le temps est une illusion, alors tout ce pattern existe en même temps, toutes les versions de toi coexistent dans la structure éternelle de l'espace-temps. Cette idée a des échos dans le bouddhisme, qui enseigne l'anatta, la doctrine du non-soi. Selon cette doctrine, il n'y a pas de soi permanent et immuable. Ce que nous appelons le « je » est en réalité une collection changeante d'agrégats physiques et mentaux, un flux constant qui n'a pas de centre fixe. Chaque moment, tu es différent et l'illusion d'un soi permanent est créée par la mémoire et l'habitude mentale. Quand le Bouddha disait que tout est impermanent, que tout change constamment, il pointait vers cette vérité. Mais peut-être que la physique moderne nous dit quelque chose de complémentaire. Oui, tout change à travers la dimension que nous appelons le temps. Mais tous ces changements, tous ces moments différents, existent éternellement dans la structure intemporelle de l'univers. Le changement et la permanence ne sont pas opposés. Ils sont deux manières différentes de regarder la même réalité quadridimensionnelle. Il y a une beauté étrange dans cette vision. Elle dissout la distinction stricte entre être et devenir, entre permanence et changement, entre éternité et temporalité. L'univers est à la fois éternel et en constante évolution, selon la perspective que tu adoptes. Du point de vue intemporel de l'univers bloc, tout est et a toujours été. Du point de vue temporel de ta conscience traversant l'univers bloc, tout devient et change constamment. Aucune de ces perspectives n'est plus vraie que l'autre. Elles sont complémentaires comme les aspects ondulatoires et particuliers de la lumière en mécanique quantique. La réalité est assez riche pour contenir les deux. Mais revenons à la question pratique.
Comment devons-nous vivre sachant tout cela? Il y a une tendance, quand on apprend que le temps pourrait être une illusion, à tomber dans une sorte de nihilisme ou de passivité. Si tout est déjà déterminé, si rien ne change vraiment, pourquoi faire des efforts? Pourquoi se soucier de quoi que ce soit? Cette réaction rate quelque chose d'essentiel. Même si tous les moments existent dans l'univers bloc, ta conscience ne les expérimente pas tous simultanément. Tu les traverses séquentiellement et dans cette traversée, tes choix et tes actions sont réels et importants. Ils façonnent le chemin que ta conscience prend à travers la structure de l'espace-temps. Ils déterminent quel moment tu vivras, comment tu les vivras. Le fait que ces choix soient peut-être déjà là, dans l'univers blog, ne les rend pas moins réels ou moins tiens. C'est un peu comme un personnage dans un roman. Oui, du point de vue de quelqu'un qui a lu tout le livre, toutes les actions du personnage sont déjà déterminées, écrites sur les pages. Mais du point de vue du personnage vivant l'histoire, ses choix sont réels, ses décisions comptent, sa vie a du sens et de la signification. Nous sommes à la fois l'auteur et le personnage de notre histoire. Du point de vue intemporel, nous avons déjà écrit toute l'histoire. Du point de vue temporel, nous la vivons moment par moment, faisant des choix qui semblent ouverts et non déterminés. Les deux perspectives sont vraies. Il y a aussi une implication éthique profonde de cette vision. Si tous les moments existent éternellement, alors chaque action que tu prends, chaque mot que tu dis, chaque pensée que tu as, est gravée à jamais dans la structure de l'univers. Tu ne peux pas défaire ce qui a été fait. Tu ne peux pas effacer un moment de cruauté ou de lâcheté. Mais tu ne peux pas non plus perdre un moment de gentillesse, de courage, d'amour. Tout est préservé éternellement. Cela donne à nos actions un poids, une importance cosmique. Nous ne vivons pas dans un flux éphémère où tout est emporté et oublié. Nous créons des patterns éternels dans le tissu de la réalité. Chaque moment est, d'une certaine manière, pour toujours. Le poète T.S. Eliot a capturé quelque chose de cette vision dans ses 4 quatuors où il écrit que le temps présent et le temps passé sont tous deux peut-être présents dans le temps futur et le temps futur contenu dans le temps passé. Si tout le temps est éternellement présent, écrit-il, tout le temps est irrécupérable. Ce qui aurait pu être est une abstraction restant une possibilité perpétuelle seulement dans un monde de spéculation. Mais il y a aussi une note d'espoir dans cette vision. Si le passé existe toujours dans l'univers bloc, alors nous ne sommes jamais vraiment séparés de ceux que nous avons aimés et perdus. Ils continuent d'exister dans les moments que nous avons partagés. Ces moments ne sont pas dans un passé disparu. Ils sont dans une région différente de l'espace-temps, toujours là, toujours réels, même si notre conscience ne les habite plus directement. Le physicien Brian Greene, dans son livre « The Fabric of the Cosmos », raconte comment cette vision de l'univers bloc l'a aidé à faire face à la mort de son père. Quelques jours après la mort de son père, alors qu'il marchait dans Manhattan, il a réalisé que selon l'univers bloc, son père n'avait pas cessé d'exister. Tous les moments de sa vie existaient toujours dans la structure de l'espace-temps. La conscience de Greene ne les habitait plus de manière partagée, mais les moments eux-mêmes restaient éternellement réels. Cette pensée, loin d'être froide ou abstraite, lui a apporté un réconfort profond. Rien n'est vraiment perdu dans un univers bloc. Tout ce qui a été continue d'être, gravé dans la géométrie même de la réalité. Maintenant, rassemblons tous les fils que nous avons explorés aujourd'hui. Nous avons vu que selon la relativité d'Einstein, le temps n'est pas absolu et universel. Il est relatif, malléable, intimement lié à l'espace pour former l'espace-temps quadridimensionnel. Cette réalisation mène naturellement à la vision de l'univers bloc où tous les moments coexistent dans une structure éternelle et intemporelle. Nous avons vu que la mécanique quantique complique encore cette image, suggérant que le passé n'est pas fixé de manière définitive, que l'ordre temporel peut être indéfini, que nos mesures présentes peuvent influencer ce qui s'est passé. Le temps, au niveau quantique, ne se comporte pas du tout comme le temps de notre expérience quotidienne.
Nous avons vu que notre expérience subjective du temps est construite par notre cerveau, qu'elle ne reflète pas directement la réalité objective. Le maintenant que nous vivons est une fenêtre temporelle créée par nos processus neuronaux. Notre perception du flux temporel est malléable et dépendante de notre état mental, et différents organismes avec différents cerveaux vivent dans des temps subjectifs radicalement différents. Toutes ces lignes de preuve convergent vers une conclusion surprenante mais cohérente. Le temps tel que nous le connaissons, avec son flux du passé vers le futur, avec sa division stricte entre ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, n'est pas une caractéristique fondamentale de la réalité. C'est une approximation, une construction utile à notre échelle, mais qui se dissout quand nous regardons plus profondément. Au niveau le plus fondamental, l'univers pourrait être intemporel, pas statique, pas figé, mais simplement au-delà de nos catégories temporelles habituelles. Et notre expérience du temps, aussi réelle et convaincante soit-elle, est une manière dont notre conscience limitée navigue à travers cette réalité intemporelle. Alors, sommes-nous vraiment piégés dans un éternel présent, comme le suggère le titre de notre exploration aujourd'hui? Oui et non. Oui, dans le sens où le présent est tout ce qui existe réellement du point de vue de notre expérience consciente. Le passé n'existe que comme mémoire maintenant. Le futur n'existe que comme anticipation maintenant. Tout se passe toujours dans ce que nous appelons le présent. Mais non, dans le sens où ce présent n'est pas un point infinitésimal coincé entre un passé disparu et un futur pas encore arrivé. C'est plutôt une fenêtre sur une réalité éternelle où tous les moments existent. Nous ne sommes pas piégés dans un instant éphémère. Nous habitons une dimension de l'éternité. Nous participons à une structure qui transcende le temps. Le mystique médiéval, Maître Eckhart, parlait du Nunc stans, l'instant qui se tient, le présent éternel où Dieu réside. Il disait qu'il n'y a rien de caché à Dieu, que pour Dieu, tout est un éternel présent. Ce que nous vivons comme une séquence temporelle, Dieu le voit tout d'un coup, simultanément. Eckhart suggérait que dans nos moments les plus profonds de contemplation et de connexion spirituelle, nous pouvons toucher à cette perspective intemporelle. Nous pouvons habiter, ne serait-ce que brièvement, cet éternel présent. Que tu acceptes ou non le langage théologique Descartes, son intuition est remarquablement similaire à ce que la physique moderne suggère. Il pourrait y avoir une perspective, une manière de voir la réalité où tout le temps est présent simultanément, et notre conscience, par son attention et sa qualité de présence, pourrait être capable de s'approcher de cette perspective. Les physiciens parlent parfois de la vue de Dieu, de l'univers, la perspective d'un observateur extérieur qui pourrait voir toute la structure quadridimensionnelle de l'espace-temps d'un seul coup. Nous, enfermés dans le temps comme nous le sommes, ne pouvons voir qu'une tranche tridimensionnelle de cette structure à la fois. Mais peut-être que la conscience elle-même a une nature qui transcende partiellement le temps, qui peut toucher à cette perspective plus large. Il y a des expériences anecdotiques qui suggèrent quelque chose de ce genre. Les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente rapportent souvent une revue de vie où toute leur existence semble se dérouler simultanément. Ils voient tous les moments de leur vie, non pas en séquence, mais tous ensemble, comme un pattern global. Le temps semble s'effondrer dans ces expériences. Les mystiques de différentes traditions rapportent des expériences similaires. Ils parlent de moments où le temps semble s'arrêter, où le passé et le futur convergent dans un présent éternel, où la distinction entre avant et après se dissout. Sainte Thérèse d'Avila, le sage indien, Ramana Maharshi, le mystique soufi Ibn Arabi, tous décrivent des états de conscience où le temps tel que nous le connaissons disparaît. Sont-ce simplement des états altérés de conscience, des illusions créées par un cerveau dans un état inhabituel? Ou sont-ce au contraire des aperçus d'une réalité plus profonde, des moments où le voile de notre perception temporelle ordinaire se lève brièvement? La science ne peut pas encore répondre définitivement à cette question, mais ce qu'elle peut dire,
c'est que notre perception temporelle ordinaire n'est certainement pas la vérité ultime. Le temps est beaucoup plus étrange, beaucoup plus flexible, beaucoup moins fondamental que nous le pensions. Donc l'idée que certains états de conscience pourraient nous donner accès à une perspective différente sur le temps n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait sembler. Il y a aussi des implications cosmologiques fascinantes à tout cela. Si le temps n'est pas fondamental, comment devons-nous comprendre le Big Bang, l'origine de l'univers? Habituellement, nous pensons au Big Bang comme au début du temps, le moment où le temps lui-même a commencé. Mais si le temps est une propriété émergente, pas une caractéristique fondamentale, alors peut-être que le Big Bang n'est pas vraiment un début dans le temps, mais plutôt une limite de l'espace-temps. Certains cosmologistes explorent l'idée que l'univers pourrait ne pas avoir de début dans le temps du tout. Stephen Hawking, avec James Hartle, a proposé la théorie de l'univers sans frontières, où le temps près du Big Bang devient de plus en plus spatial. Il n'y a pas un moment initial précis, pas un instant où le temps a commencé. Au lieu de cela, le temps émerge graduellement de quelque chose qui est à la fois espace et temps. C'est difficile à visualiser, mais pense à la surface de la Terre. Si tu voyages vers le pôle Nord, tu te rapproches de plus en plus d'un point qui est, en un sens, un bout, mais il n'y a pas vraiment de frontière là-bas. Le pôle Nord n'est pas un bord du monde, c'est juste un point comme les autres sur une surface courbe. De manière similaire, le Big Bang pourrait ne pas être un bord du temps, mais juste un point particulier dans une structure plus large qui n'a pas vraiment de début ou de fin. D'autres physiciens, travaillant sur la gravité quantique en boucle, suggèrent que le Big Bang pourrait avoir été précédé par un Big Bounce, un rebond d'un univers antérieur qui s'était contracté. Dans cette vision, le temps n'a pas commencé au Big Bang. Il y avait quelque chose avant, et le temps est éternel dans les deux directions. Mais toutes ces théories font encore face au problème fondamental que nous avons exploré aujourd'hui. Elles parlent encore de temps, de séquences de avant et après. Et si le temps lui-même est une approximation qui ne s'applique pas au niveau le plus fondamental, alors peut-être que toutes ces questions sur le début du temps, sur ce qui était avant le Big Bang, sont mal posées. Elles présupposent une structure temporelle qui pourrait ne pas exister au niveau ultime de la réalité. Le physicien Carlo Rovelli propose que le temps pourrait émerger de l'intrication quantique. L'intrication est ce phénomène étrange où deux particules quantiques deviennent corrélées de telle manière que l'état de l'une dépend instantanément de l'état de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein appelait cela une action fantôme à distance et était profondément troublé par cette implication. Rovelli suggère que ces corrélations quantiques, ces relations entre systèmes, pourraient être ce qui donne naissance au temps. Le temps ne serait pas une toile de fond sur laquelle les événements se déroulent, mais plutôt une manière de décrire les relations et les corrélations entre différents systèmes physiques. Quand tu as beaucoup de particules intriquées, avec beaucoup de corrélations complexes, le temps émerge comme une description macroscopique de ces relations. Dans cette vision, demander ce qui était avant le Big Bang serait comme demander ce qui est au nord du pôle Nord. La question n'a pas de sens parce qu'elle présuppose une structure, une direction qui n'existe pas dans ce contexte. Le temps émerge avec l'univers. Il n'y a pas de temps avant parce que le temps lui-même est une propriété de l'univers, pas quelque chose dans lequel l'univers existe. Ces idées nous mènent vers des territoires presque mystiques où la frontière entre science et philosophie devient floue. Et peut-être que c'est approprié. Le temps, après tout, n'est pas juste un sujet scientifique. C'est aussi une question profondément humaine, existentielle, spirituelle. C'est quelque chose que nous vivons intimement à chaque instant, quelque chose qui structure notre expérience la plus basique de l'existence. Quand nous découvrons que le temps n'est pas ce que nous pensions, cela ne touche pas juste à notre compréhension intellectuelle de la physique. Cela touche à notre sens de qui nous sommes, de ce que signifie être vivant, de comment nous devrions vivre nos vies. C'est pourquoi ces questions ont fasciné les philosophes
bien avant que les physiciens ne commencent à les explorer mathématiquement. Le philosophe français Henri Bergson, au début du XXe siècle, faisait une distinction cruciale entre ce qu'il appelait le temps de la science et le temps vécu. Le temps de la science, le temps des horloges et des équations, est spatialisé, quantifié, mesurable. C'est le temps que nous pouvons diviser en heures, minutes, secondes. Mais le temps vécu, le temps de notre expérience consciente, est qualitatif, fluide, indivisible. C'est la durée, le flux continu de notre conscience. Bergson critiquait la science pour avoir confondu ces deux types de temps, pour avoir traité le temps vécu comme s'il était juste une version subjective du temps mesurable. Il insistait que le temps de la conscience a sa propre réalité, sa propre nature, qui ne peut pas être réduite au concept de la physique. Il y a quelque chose de profond dans cette distinction. Même si la physique nous dit que le temps n'existe pas au niveau fondamental, notre expérience du temps reste viscéralement réelle. Nous vivons dans la durée, dans le flux de la conscience. Cette expérience ne disparaît pas simplement parce que nous apprenons qu'elle ne correspond pas à la structure profonde de la réalité. Peut-être que la vérité est que nous avons besoin des deux perspectives. Nous avons besoin de la vue scientifique qui nous montre que le temps est relatif, émergent, peut-être illusoire au niveau fondamental. Cette vue nous libère de certaines illusions, nous aide à voir la réalité plus clairement. Mais nous avons aussi besoin de reconnaître la réalité de notre expérience vécue, du temps tel que nous le ressentons dans notre chair et notre conscience. Vivre sagement, peut-être, c'est tenir ces deux vérités simultanément. Reconnaître que le temps est une construction tout en habitant pleinement notre expérience temporelle. Savoir que tous les moments existent éternellement, tout en vivant chaque moment comme s'il était précieux et irremplaçable. Comprendre que le présent est une illusion, tout en étant profondément, totalement présent. Il y a un paradoxe zen qui dit que avant l'illumination, on coupe du bois et on porte de l'eau. Et après l'illumination, on coupe du bois et on porte de l'eau. Extérieurement, rien ne change. Mais intérieurement, tout a changé. On fait les mêmes actions, mais avec une compréhension complètement différente de leur nature. Peut-être que c'est pareil avec le temps. Après avoir compris que le temps est une illusion, nous continuons à vivre dans le temps. Nous continuons à planifier, à nous souvenir, à anticiper. Nous continuons à vieillir, à changer, à mourir. Mais notre relation avec tout cela peut changer profondément. Nous pouvons le tenir plus légèrement, avec moins d'attachement, avec moins de peur. Si le passé existe toujours, alors le regret perd une partie de son aiguillon. Ce qui a été fait ne peut pas être défait, mais il existe toujours dans sa place appropriée dans la structure de l'espace-temps. Si le futur existe déjà, alors l'anxiété perd une partie de son pouvoir. Ce qui sera, sera déjà, d'une certaine manière, et notre inquiétude ne le change pas. Et si le présent est tout ce qui existe vraiment, du point de vue de notre expérience, alors c'est là que nous devons placer notre attention, notre conscience, notre vie. Pas dans un passé qui n'est plus accessible, pas dans un futur qui n'est pas encore là, mais ici, maintenant, dans ce moment qui est toujours nouveau et toujours éternel. Le maître Zen Dogen écrivait que le temps est l'existence, et l'existence est le temps. Chaque moment contient l'éternité entière. Quand tu comprends vraiment un moment, tu comprends tous les moments. Quand tu es vraiment présent ici et maintenant, tu touches à quelque chose d'intemporel. Cette vision résonne profondément avec ce que nous avons découvert sur la nature du temps. Chaque moment, chaque point dans l'espace-temps, contient en lui-même toute l'information nécessaire pour définir sa place dans la structure globale. Chaque moment est complet en lui-même, tout en étant relié à tous les autres moments. Donc peut-être que la sagesse consiste à vivre chaque moment pleinement, complètement, comme s'il contenait l'infini. Parce qu'en un sens, c'est exactement ce qu'il fait. Chaque instant que tu vis est un point d'accès à la totalité éternelle de l'espace-temps. Dans ton maintenant, aussi fugace qu'il semble, réside la connexion à tout ce qui a été
et tout ce qui sera. Il y a aussi une dimension sociale et relationnelle à tout cela qui mérite d'être exploré. Si nous vivons tous dans nos propres temps subjectifs, construits par nos cerveaux individuels, alors en un sens, nous habitons tous des réalités temporelles légèrement différentes. Ton maintenant n'est pas exactement le même que mon maintenant, non seulement au sens relativiste, où des observateurs en mouvement ont des présents différents, mais aussi au sens neurologique, où nos cerveaux construisent le présent de manière légèrement différente. Cela explique peut-être pourquoi la communication et la connexion entre êtres humains peuvent être si difficiles et si précieuses. Nous essayons de synchroniser nos temps subjectifs, de créer un présent partagé où nous pouvons nous rencontrer. Quand deux personnes ont une vraie conversation, une vraie connexion, elles créent temporairement un temps commun, un maintenant partagé qui transcende leurs constructions individuelles. L'amour, sous cet angle, est une synchronisation profonde des temps subjectifs. Quand tu es vraiment présent avec quelqu'un que tu aimes, quand tu es totalement attentif à eux, il y a un alignement des consciences, une co-création d'un présent partagé. C'est peut-être pourquoi ces moments semblent si précieux, si hors du temps ordinaire. Ils créent une réalité temporelle différente, une bulle d'éternité dans le flux du temps. Et quand quelqu'un meurt, ce que nous perdons n'est pas leur existence, qui, selon l'univers bloc, continue dans les moments où elle a eu lieu, mais plutôt cette possibilité de synchronisation, cette capacité à créer un présent partagé. Nous ne pouvons plus nous rencontrer dans un maintenant commun. Mais les moments où nous l'avons fait, ces moments existent toujours, éternellement réels dans la structure de l'espace-temps. Cette compréhension ne diminue pas le chagrin de la perte, mais elle peut lui donner une nuance différente. Ce n'est pas que la personne a cessé d'exister et n'est plus nulle part. C'est plutôt que notre ligne de temps et la leur ne se croisent plus, que nos maintenant ne se chevauchent de plus. Mais là où ils se sont croisés, ces intersections demeurent, gravées pour toujours dans le tissu de la réalité. Maintenant, prenons du recul et regardons l'image complète que nous avons assemblée. Nous avons commencé avec une question simple mais profonde. Et si le temps n'existe pas? Et si nous sommes piégés dans un éternel présent? Cette question nous a menés dans un voyage extraordinaire à travers la physique moderne, les neurosciences, la philosophie et même la spiritualité. Nous avons découvert que la relativité d'Einstein révolutionne notre compréhension du temps, montrant qu'il n'est pas absolu et universel mais relatif et malléable. Nous avons exploré l'univers bloc, cette vision troublante où tous les moments du temps coexistent dans une structure éternelle et quadridimensionnelle, où le passé, le présent et le futur sont également réels. Nous avons plongé dans les mystères quantiques, où le temps se comporte de manière encore plus étrange. Nous avons vu des expériences où le futur semble influencer le passé, où l'ordre temporel devient indéfini, où les particules existent dans des superpositions de moments différents. Le temps, au niveau quantique, ne ressemble en rien au temps de notre expérience quotidienne. Nous avons exploré comment notre cerveau construit notre expérience du temps, comment le maintenant que nous vivons est une fenêtre temporelle d'environ 3 secondes, créée par nos processus neuronaux. Nous avons vu que différents états de conscience, différentes émotions, différentes situations peuvent étirer ou comprimer notre temps subjectif. Nous avons découvert que chaque organisme avec un cerveau différent vit dans un temps subjectif différent. Toutes ces découvertes pointent vers une conclusion remarquable et dérangeante. Le temps tel que nous le connaissons, avec son flux inexorable du passé vers le futur, avec sa division stricte entre ce qui était, ce qui est et ce qui sera, n'est pas une caractéristique fondamentale de la réalité. C'est une approximation, une construction, une illusion sophistiquée créée par notre interaction limitée avec un univers dont la vraie nature est intemporelle ou du moins radicalement différente de notre expérience ordinaire. Mais cette conclusion n'est pas un point final. C'est plutôt une ouverture,
une invitation à voir la réalité et notre vie d'une manière nouvelle. Si le temps est une construction, alors nous avons peut-être plus de liberté que nous le pensions dans notre relation avec lui. Nous ne sommes pas des prisonniers impuissants emportés par un courant temporel irrésistible. Nous sommes des participants actifs dans la création de notre expérience temporelle. Par la méditation, nous pouvons apprendre à habiter le présent plus pleinement. Par la pleine conscience, nous pouvons ralentir notre temps subjectif, enrichir notre expérience. Par la compréhension, nous pouvons nous libérer de certaines peurs et anxiétés qui découlent de notre relation illusoire avec le temps. Par l'amour et la connexion, nous pouvons créer des présents partagés qui transcendent nos constructions temporelles individuelles. Et même si tout cela peut sembler abstrait ou théorique, cela a des implications pratiques et concrètes pour comment nous vivons nos vies. Cela nous invite à accorder moins d'importance au passé et au futur, qui n'existent que dans nos pensées, et plus d'importance au présent, qui est le seul endroit où la vie se déroule réellement. Cela nous invite à voir chaque moment non pas comme un point éphémère dans un flux qui passe, mais comme un point d'accès à l'éternité, une fenêtre sur une réalité intemporelle. Cela nous invite aussi à une certaine humilité intellectuelle. Malgré tous nos progrès scientifiques, malgré toutes nos équations sophistiquées et nos théories élégantes, nous ne comprenons toujours pas vraiment ce qu'est le temps. Nous avons des descriptions mathématiques précises de comment il se comporte, mais sa nature profonde reste mystérieuse. Peut-être que cet mystère est inévitable. Peut-être que le temps, comme la conscience elle-même, est quelque chose qui ne peut pas être complètement objectifié, complètement compris de l'extérieur, parce que nous sommes toujours à l'intérieur de lui, toujours constitués par lui. Le physicien John Wheeler, qui a proposé l'expérience à choix retardé que nous avons explorée plus tôt, avait une vision fascinante de l'univers qu'il appelait « it from bit », l'être à partir de l'information. Il suggérait que la réalité physique, au niveau le plus fondamental, pourrait être de nature informationnelle plutôt que matérielle. L'univers serait comme un ordinateur quantique géant traitant de l'information et ce que nous appelons matière, énergie, espace et temps seraient des propriétés émergentes de ce traitement de l'information. Dans cette vision radicale, le temps ne serait pas une dimension dans laquelle les choses se passent, mais plutôt un aspect de la manière dont l'information est organisée et traitée. Les Tolélesel, séquence temporelle que nous percevons, serait la séquence dans laquelle l'information est accessible à notre conscience. C'est une idée vertigineuse qui brouille complètement les frontières entre physique, information et conscience. D'autres physiciens, comme Max Tegmark, ont proposé que l'univers lui-même pourrait être une structure mathématique. Pas que l'univers soit décrit par les mathématiques, mais qu'il soit littéralement fait de mathématiques. Dans cette vision, le temps serait une dimension mathématique, pas différente en nature des dimensions spatiales, et notre expérience du flux temporel serait notre manière de naviguer à travers cette structure mathématique. Ces idées peuvent sembler étranges, presque de la science-fiction, mais elles émergent sérieusement de la physique théorique moderne et sont considérées sérieusement par certains des penseurs les plus brillants dans le domaine. Elles illustrent à quel point nous sommes encore loin de comprendre vraiment la nature de la réalité et à quel point le temps reste un mystère profond. Mais peut-être que ce mystère n'est pas quelque chose à résoudre, mais plutôt quelque chose à vivre, à explorer, à expérimenter. Peut-être que la vérité du temps n'est pas quelque chose qui peut être capturé dans une équation ou une théorie, mais quelque chose qui ne peut être connu que par l'expérience directe, par la présence totale, par l'attention pleine. Les mystiques ont toujours dit quelque chose de similaire. Ils ont dit que la vérité ultime ne peut pas être connue par la pensée, par l'analyse, par la conceptualisation. Elle ne peut être connue que par l'expérience directe, parce qu'ils appellent parfois la connaissance par l'être plutôt que la connaissance par le savoir. Peut-être que le temps est comme ça. Nous pouvons l'analyser, le théoriser, le mathématiser, mais pour vraiment le comprendre, nous devons le vivre consciemment, pleinement, sans les filtres de nos concepts et de nos attentes. Et dans cette vie consciente du temps,
Dans cette présence totale au moment qui est, peut-être pouvons-nous toucher à quelque chose qui transcende le temps lui-même. Car si le temps est une construction de notre conscience, alors peut-être que la conscience elle-même, dans sa nature la plus profonde, est au-delà du temps. Peut-être que ce que nous sommes vraiment, au cœur de notre être, n'est pas quelque chose qui naît et meurt, qui change et vieillit dans le temps, mais quelque chose d'intemporel, d'éternel, qui simplement observe le déploiement du temps sans être affecté par lui. C'est l'enseignement central de nombreuses traditions spirituelles. L'hindouisme parle de l'Atman, le soi véritable qui est identique à Brahman, la réalité ultime intemporelle. Le bouddhisme parle de la nature de Bouddha, la conscience pure qui est au-delà de la naissance et de la mort. Le christianisme mystique parle de l'étincelle divine, en nous, la partie de nous qui participe à l'éternité de Dieu. Que ces formulations religieuses résonnent avec toi ou non, elles pointent vers une expérience humaine universelle. L'expérience d'un aspect de nous-mêmes qui semble être témoin de notre vie plutôt que d'être emporté par elle. Cet observateur silencieux qui est présent dans tous nos moments, dans toutes nos expériences, qui ne vieillit pas, qui ne change pas, qui est simplement là, conscient, présent, témoin. La science moderne n'a pas grand-chose à dire sur cette dimension de la conscience. Elle peut étudier les corrélats neuronaux de l'expérience consciente, elle peut cartographier les régions du cerveau qui sont actives pendant différents états mentaux. Mais elle ne peut pas vraiment expliquer la conscience elle-même, cette lumière intérieure de l'expérience subjective. C'est ce que le philosophe David Chalmers appelle le problème difficile de la conscience. Et peut-être que ce problème est lié au mystère du temps. Peut-être que la conscience et le temps sont deux faces de la même énigme. Le temps est la structure dans laquelle les expériences conscientes se déploient, et la conscience est ce qui fait l'expérience du temps. On ne peut pas vraiment comprendre l'un sans l'autre. Ils sont entrelacés, codépendants, mutuellement constitutifs. Dans les moments de profonde présence, de méditation profonde, cette dualité peut se dissoudre. Il ne reste plus un sujet conscient observant le flux du temps. Il reste juste la présence elle-même, intemporelle, sans centre, sans périphérie. C'est peut-être un aperçu de ce qu'est la réalité au-delà de nos constructions habituelles de temps et de soi. Une réalité qui ne peut pas être décrite adéquatement en mots, parce que tous nos mots, tous nos concepts sont tissés de temporalité. Alors, où cela nous laisse-t-il? Nous avons commencé avec une question provocante, et si le temps n'existe pas, et nous avons découvert que cette question n'a pas de réponse simple. Le temps existe et n'existe pas, selon ce que nous entendons par « exister » et selon le niveau de réalité que nous considérons. Au niveau de la physique fondamentale, le temps pourrait ne pas exister du tout. Au niveau de notre expérience vécue, le temps est indéniablement réel et structurant. Vivre avec cette complexité, tenir ces vérités apparemment contradictoires simultanément, c'est peut-être ce que signifie vraiment comprendre le temps. Ce n'est pas trouver une réponse définitive, mais plutôt s'ouvrir au mystère, embrasser le paradoxe, permettre à notre compréhension d'être fluide et multidimensionnelle comme le temps lui-même. Et si nous sommes piégés dans un éternel présent, peut-être que ce n'est pas une prison, mais une libération. Car le présent, bien compris, n'est pas un point étroit et étouffant. C'est une porte vers l'infini, une fenêtre sur l'éternité, un lieu où tout est possible parce que c'est le seul endroit où quelque chose peut réellement arriver. Le passé n'est qu'une histoire que nous nous racontons maintenant. Le futur n'est qu'un rêve que nous imaginons maintenant. Mais ce maintenant, ce présent éternel dans lequel nous vivons toujours, c'est réel, c'est vivant, c'est là où tu es, c'est là où tu as toujours été et où tu seras toujours. Tu ne peux jamais quitter le présent parce que le présent est tout ce qu'il y a. Donc, peut-être que la sagesse ultime est simple. Sois ici, sois maintenant, sois pleinement présent à ce moment qui ne revient jamais et qui existe pour toujours. Dans cette présence totale, tu touches à quelque chose d'intemporel, quelque chose d'éternel,
quelque chose qui a toujours été vrai, même si tu l'avais oublié. Le temps est un mystère. Tu es un mystère. La vie est un mystère. Et au cœur de tous ces mystères se trouve le même secret simple et profond. Il n'y a que ceci. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que l'éternité se déguisant en moment, l'infini se cachant dans le fini, le sacré brillant à travers l'ordinaire. Si tu as apprécié ce voyage dans les profondeurs du temps et de la conscience, si ces explorations résonnent avec toi et t'invitent à voir ta vie différemment, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne pour continuer à explorer ensemble ces grandes questions de l'existence. Nous avons encore tant de mystères à sonder, tant de territoires fascinants à la frontière de la science et de la philosophie à explorer ensemble. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime remettre en question les certitudes, qui s'émerveille devant les mystères de la réalité, qui cherche à comprendre plus profondément la nature de l'existence. Ces conversations sont importantes. Elles se nous rappellent que le monde est bien plus étrange et plus merveilleux que nos habitudes mentales quotidiennes ne nous le laissent croire. Et surtout, prends un moment aujourd'hui pour simplement être présent. Arrête-toi dans ce que tu fais, respire profondément et remarque ce moment. Remarque que tu es vivant, que tu es conscient, que tu es ici, maintenant, dans ce point impossible et éternel que nous appelons le présent. Car toute notre exploration intellectuelle du temps, aussi fascinante soit-elle, n'a de valeur que si elle nous ramène ici, à la seule réalité qui compte vraiment, à la vie telle qu'elle se déroule, moment par moment, dans l'éternel maintenant. Le poète Rainer Maria Rilke a écrit que notre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que nous avons construits contre lui. Peut-être que c'est pareil avec le temps et avec la vie elle-même. Nous n'avons pas besoin de trouver le présent, nous sommes déjà dans le présent. Nous avons juste besoin d'enlever les obstacles de pensée sur le passé et le futur qui nous empêchent de le vivre pleinement. Dans l'ancienne tradition zen, il y a une histoire d'un maître qui, quand on lui demandait quel était le sens ultime du bouddhisme, répondait simplement en pointant vers un cyprès dans la cour. Pas de grande théorie, pas d'explication compliquée. Juste ceci, juste maintenant, juste l'arbre, juste la réalité telle qu'elle est, dans toute sa simplicité et son mystère. Peut-être que c'est la réponse finale à toutes nos questions sur le temps. Pas une théorie, pas une équation, mais une présence. Pas une compréhension intellectuelle, mais une expérience vécue. Pas un savoir, mais un être. Le temps n'existe peut-être pas de la manière dont nous le pensons, mais ce moment existe. Tu existes. La vie existe. Et cela, finalement, est assez. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du temps, de l'éternité, de la conscience et du mystère de l'existence. Puisses-tu porter avec toi, non pas des réponses définitives, mais plutôt une ouverture au mystère, une capacité renouvelée à t'émerveiller et peut-être surtout une invitation à vivre plus profondément, plus consciemment, plus pleinement dans chaque moment précieux de cette vie étrange et belle. Car au final, que le temps soit réel ou illusoire, que nous vivions dans un univers bloc éternel ou dans un flux quantique indéterminé, que notre expérience soit une construction neuronale ou un reflet fidèle de la réalité, une chose reste vraie. Tu es ici, tu es maintenant, tu es vivant, et dans ce fait simple et miraculeux réside toute la merveille de l'existence. Le temps continuera d'être un mystère. La science continuera de découvrir des choses étranges et fascinantes sur sa nature. Les philosophes continueront de débattre de sa réalité. Les mystiques continueront de parler de le transcender. Mais toi, tu peux simplement être ici, maintenant, pleinement présent à la vie telle qu'elle est. Et dans cette simple présence, tu touches peut-être à quelque chose qui est au-delà du temps, quelque chose d'éternel, quelque chose de sacré. Que ce moment te trouve en paix, que ton voyage à travers le temps, aussi illusoire soit-il, soit rempli de beauté, de sens, de connexion et d'amour, et que tu te souviennes toujours que peu importe où tu vas, peu importe quand tu penses être, tu es toujours ici, toujours maintenant,
toujours dans l'éternel présent, qui est le seul endroit où quoi que ce soit peut jamais vraiment être. Bonne nuit, bon voyage, et à bientôt dans la prochaine exploration des mystères qui nous entourent et nous constituent. Le temps n'existe peut-être pas, mais nos rencontres dans ce présent éternel, elles, sont précieuses et réelles. Prends soin de toi, reste curieux et n'oublie jamais de t'émerveiller.